Bonjour Jacques Attali et bonjour à tous les participants. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien et je vous présente au nom de Baybridge Digital les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux à la fois physiques et virtuels de Baybridge Digital. Nous sommes accompagnés par un public d'élèves de Polytechnique et d'HEC, par quelques-uns de nos clients et de plusieurs journalistes. Je suis Philippe Poulou, vice-président advisory chez Baybridge Digital. Je suis également en charge d'animer notre partenariat avec Duo Conseil XHEC. Astrid Kozanel d'HEC et Nizar Chafi de Polytechnique, respectivement vice-présidente et président de Duo Conseil XHEC, nous accompagnent aujourd'hui. Je suis très heureux de modérer cette discussion. Jacques Attali, vous avez publié en juillet L'économie de la vie, se préparer à ce qui vient. Vous y décrivez la nécessaire mutation de notre économie face à la situation actuelle. Si vous le voulez bien, nous allons vous écouter présenter votre vision de l'économie de la vie et des solutions et des évolutions que vous recommandez. Nous vous poserons ensuite quelques questions sur ces thèmes. J'invite également les participants à poser des questions sur le chat. Je vous remercie. C'est avec plaisir que Jacques je suis là. C'est à vous. Je vous remercie. Est-ce qu'on m'entend? Oui. C'est avec plaisir que je suis des vôtres et je vais parler peut-être une quinzaine de minutes pour faire le point de la situation telle que je la vois aujourd'hui et des enjeux de l'économie de la vie. Ce livre que j'ai publié au mois de mai dernier n'a malheureusement pas perdu son actualité au sens où je prévoyais une aggravation de la crise, la nécessité éventuelle de reconfinement et le fait que tout cela ne se terminerait correctement que lorsque nous aurions soit des médicaments, soit des vaccins. Aujourd'hui, tout est en place pour que 2021 soit une année encore très difficile, mais positive, au sens où nous avons le vaccin qui pourrait régler les vaccins, qui pourraient régler les problèmes. Mais malgré tout, comme chacun sait aujourd'hui, la situation est loin d'être claire. D'une part parce que le virus mute et devient non pas plus mortel, mais plus agressif, et donc plus mortel parce que la probabilité de toucher plus de gens est plus grande. D'autre part parce que les vaccins ne sont pas disponibles, soit parce qu'ils soient mal distribués, comme c'est le cas de la France, soit même dans les pays où ils sont bien distribués, parce qu'ils ne sont pas disponibles, sauf cas très particulier qui est celui d'Israël, qui a déjà, à l'heure où nous parlons, vacciné le quart de sa population adulte et qui aura vacciné toute sa population adulte avant la fin de l'hiver. Cas très particulier d'un pays petit, très préparé, avec un très bon système social et un système digital tout à fait remarquable. Cas tout à fait unique. Et au fond, on peut dire qu'il y a deux pays qui peuvent servir de modèle dans la bonne gestion de cette pandémie. L'un, c'est la gestion de la façon de l'éviter ou de s'y préparer, qui a été la Corée du Sud, qui, dès le mois de décembre 2019, s'était préparé à cette pandémie et arrive à une situation aujourd'hui où pour 53-54 millions d'habitants, ils ont moins de 500 morts à l'heure où nous parlons, sans confinement majeur. Et pour ce qui est de la partie vaccin, le modèle d'Israël. Et il est toujours intéressant de voir les bons élèves plutôt que de voir les voisins seulement. Il faut suivre les exemples des bons élèves. Il faut encore suivre l'exemple coréen pour masquer, tracer et isoler, ce qu'on ne fait pas encore d'une façon aussi systématique qu'on aurait dû le faire depuis le mois de mars dernier en Europe. Et il faut prendre l'exemple israélien pour se doter aujourd'hui des moyens de produire le vaccin et d'en disposer. La question urgente, avant d'en revenir à l'économie de la vie proprement dite aujourd'hui, c'est de savoir si à l'échelle du monde, nous disposerons d'assez de vaccins pour les besoins de la population de la planète. On sait qu'il faut, pour les vaccins existants, 2 doses. S'il faut vacciner tous les adultes de la planète, ça veut dire au moins 4 milliards de personnes, ça veut dire entre 8 et 10 milliards de doses. On en est loin. Pour ce qui est de l'Europe, plus encore, on en est loin. Et la probabilité d'avoir du retard dans les vaccinations dépend très largement de la mobilisation qui sera faite dans les jours qui viennent pour produire, en particulier en Europe, les vaccins existants et les vaccins futurs à marche forcée.
c'est dans cette capacité à produire et à distribuer les vaccins que se situe la réponse à la fois économique, sociale, médicale à la crise actuelle. La façon dont l'Europe aujourd'hui est tétanisée devant le problème et ne parle que de la façon dont sont distribuées les rares doses disponibles me semble inquiétante, puisqu'on ne se prépare pas au moment où, en mars, au plus tard, nous manquerons de doses, parce que plus évidemment on va vite dans la vaccination, plus tôt on manquera de doses si on n'a pas accéléré la production et l'achat. Or, on est loin de cela et on n'a pas fait ni commencé à faire, sauf en Allemagne d'une certaine façon, à produire, à reconvertir l'économie pour produire massivement les doses dont nous avons besoin, en reconvertissant des usines qui n'étaient pas préparées à ça. Le cas anglais est un cas intéressant puisque c'est à la fois le pire avec le variant qui est en train d'arriver en France et dont il ne faut pas penser qu'on sera immune. Au contraire, il est là, il va se répandre avec la gravité que les Anglais connaissent. Donc, il laisse entendre ou prévoir un troisième reconfinement complet. Et les Anglais disposent de vaccins anglais et qu'ils n'ont pas partagé, non pas à cause du Brexit, mais parce qu'ils n'étaient pas dans la logique de préparation antérieure. Et s'ils avaient été à l'intérieur de l'Europe, sans doute en aurait-on profité aussi. Donc nous sommes dans une situation où la seule urgence, la seule question est celle du vaccin ou des vaccins et de leur production. Ce qui rejoint le sujet que nous traitons aujourd'hui, que j'avais mis en effet en exergue dès le mois d'avril-mai de l'année dernière, qui est celui des secteurs prioritaires qu'il faut absolument développer, que j'appelle les secteurs de l'économie de la vie, et pour lesquels j'appelle à ce qu'on aille à marche forcée vers la reconversion de notre industrie, de nos industries, vers cela. Les secteurs de l'économie de la vie, c'est les secteurs dont on manque cruellement et dont on a cruellement besoin aujourd'hui, qui sont les secteurs de la santé, bien sûr, dont la pharmacie fait partie, l'hygiène, la recherche, l'éducation, le digital, qui est clé à la fois par lui-même et comme instrument transversal des autres secteurs de l'économie de la vie, la distribution, l'agriculture, l'alimentation, qui est à la source de la pandémie que nous connaissons aujourd'hui, d'autres secteurs qui sont tout aussi importants, comme la distribution, la logistique, l'eau, l'énergie propre, le logement propre, les instruments de la culture, de la démocratie, de la presse, de la sécurité, de l'assurance, qui sont des secteurs essentiels, qui forment l'économie de la vie, qui aujourd'hui dans les pays développés représente entre 40 et 50 à 55% du PIB et qui devrait représenter jusqu'à 80% du PIB. Je plaide pour qu'on aille à marche forcée dans le développement de ces secteurs. Marche forcée, ça veut dire reconvertir des secteurs. Il faut cesser de s'aveugler et on ne va pas retrouver un taux de croissance rapide avant longtemps des secteurs comme l'automobile, l'aviation, le tourisme, le textile, la chimie. Tous ces secteurs devraient être massivement reconvertis vers les secteurs de l'économie de la vie. C'est possible. Ça a été fait dans des circonstances particulièrement difficiles comme l'économie de guerre. On ne peut pas dire qu'on est en guerre sans se mettre en économie de guerre. Or, aujourd'hui, depuis un an que la pandémie a commencé, presque personne ne s'est mis en situation d'économie de guerre pour réorienter l'économie vers les secteurs de l'économie de la vie. C'est pas difficile, enfin, c'est pas difficile de le lancer, ça suppose une vraie mobilisation générale, ça suppose que les grands emprunts européens servent prioritairement au secteur de l'économie de la vie, ça suppose que les banques financent d'abord l'économie de la vie, ça suppose que les secteurs de l'économie de la vie développent des projets, et on ne les voit pas toujours arriver. Ça suppose que le secteur pharmaceutique, par exemple, soit prêt à produire sous licence les vaccins, même s'ils ne sont pas issus de chez eux. Ça suppose que les secteurs qui ne sont pas dans l'économie de la vie commencent à penser à leur réorientation. Le secteur de l'aéronautique ne peut pas espérer continuer à être en situation de survie simplement financé par des crédits publics, j'y reviendrai. De même que l'automobile ne peut pas attendre que tout revienne, de même que les industries dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient en situation difficile ne peuvent pas l'attendre. Quant au tourisme, il a à la fois une certitude de perdre beaucoup dans les années qui viennent et d'être vraiment un secteur difficile, mais en même temps, dans la mesure où l'hospitalité
constitue une clé de l'économie de la vie, l'hospitalité dans les hôpitaux, l'hospitalité dans les entreprises qui doivent gérer autrement le télétravail et le travail à distance, le travail à proximité de là où les gens habitent, donne à l'industrie du tourisme des champs de développement nouveaux, de réorientation qui lui permettraient de se convertir et de vivre autrement. Toutes ces activités d'économie de la vie sont aussi, et ce n'est pas un hasard, des activités qui permettront d'aider à aller plus vite vers l'amélioration de la situation climatique, puisqu'ils sont des secteurs très positifs en matière de climat, et de permettre de se préparer aux pandémies suivantes et de se préparer à ce qui nous attend par ailleurs, des difficultés futures. Parmi les difficultés futures, il y en a une qu'on ne prend pas assez en compte, c'est celle qui nous attend dès 2022, l'année prochaine, quand tout ce qui aura été mis en place dès l'année dernière ou cette année en matière de soutien aux entreprises, de soutien aux particuliers, de crédits de toute nature, d'allocation au chômage, arriveront à leur terme et que les pays ou les États ne seront plus en situation d'augmenter à l'infini leur dette publique et où les entreprises devront prendre le relais. Elles ne le pourront pas si elles ne sont pas dès maintenant, c'est-à-dire dès le premier trimestre 2021, en situation de lancer les projets nouveaux qui permettraient de prendre le relais non seulement des secteurs en difficulté, mais le relais des aides publiques qui arriveront à leur terme en 2022 et qui ne pourront pas être renouvelées dans les conditions actuelles, sauf à faire exploser, discréditer totalement la nature de la monnaie et arriver enfin à ce qu'on craint depuis si longtemps, c'est-à-dire une explosion des bulles financières et un démarrage d'une hyperinflation. Il y a devant nous en 2022 des faillites massives qui nous attendent, pas 2021, on a encore le temps d'attendre, mais ce qui est tragique, c'est que parce qu'on a le temps d'attendre, on ne se met pas en situation de se préparer pour l'avenir. Et à un moment, l'avenir devient le présent. On le voit avec les vaccins. On s'est dit pendant longtemps qu'on avait le temps d'attendre, que les choses se prépareraient, que ça viendrait bien à son temps. Et bien voilà, nous sommes face au mur et nous n'avons pas les vaccins. Et comme nous n'avons pas créé les conditions de mettre les entreprises pharmaceutiques en situation de produire à marche forcée ce qui est nécessaire, même si on accélère la distribution des vaccins actuels, nous allons avoir un trou à l'échelle au moins européenne, mais aussi mondiale, de production de vaccins nécessaires qu'on ne peut combler qu'avec une mobilisation générale que je ne vois pas. On aurait dû avoir depuis le 1er janvier une réunion du Conseil européen sur l'économie de la vie ou au moins sur la production de vaccins. Où est la réunion du Conseil européen sur la production de vaccins et la mobilisation générale? On n'entend que des phrases lénifiantes qui nous disent que tout va bien. Où est la mobilisation générale pour créer les nouveaux emplois, les nouveaux secteurs, les nouvelles entreprises qui sont évidemment nécessaires pour transformer le modèle de développement dans lequel nous sommes et pour lequel des ressources sont possibles, sont disponibles, puisqu'il y a énormément d'argent disponible dans les banques, dans les comptes d'épargne, dans les fonds d'investissement qui, on le voit, s'orientent plus dans la spéculation vers les entreprises cotées existantes, en particulier les entreprises cotées du secteur du digital, qui à juste titre en profitent, mais qui ne suffiront pas par leur survalorisation artificielle ou légitime pour certaines d'entre elles qui sont évidemment extraordinairement utiles et ont démontré combien le digital était clé dans la transformation actuelle, mais ne suffiront pas à régler les difficultés actuelles. Dans le cas particulier de la France, nous avons une difficulté supplémentaire, et je suis très heureux de parler à des élèves de Polytechnique et d'HEC, c'est que nous sommes de moins en moins une nation d'ingénieurs. Les grandes écoles ne sont plus que des machines à fabriquer des banquiers d'affaires, ce qui est tragique. Nous avons besoin de plus en plus d'ingénieurs, nous avons besoin de cadres de l'industrie, nous avons besoin de retrouver une dimension industrielle, nous avons besoin de comprendre que l'industrie est essentielle. Culturellement, nous sommes devenus de plus en plus une nation de services et pire encore, une nation de consommateurs. Prenez l'exemple aujourd'hui du débat sur la 5G, qui est évidemment une technologie nécessaire. Les opposants à la 5G disent mais pourquoi aurait-on besoin de la 5G? On n'a pas besoin d'entendre et de voir une vidéo dans l'ascenseur. Mais ce n'est pas le sujet.
Cette remarque est une remarque de consommateur, alors que la 5G, et c'est un exemple parmi d'autres, est une technologie industrielle qui permet d'améliorer la productivité de l'industrie et de réduire d'ailleurs sa consommation d'énergie. Donc nous sommes dans un paradigme mental où nous pensons plus à consommer qu'à produire. Or, si on est un consommateur et non des producteurs, si on n'améliore pas notre capacité de production, et en particulier dans les secteurs qui vont être clés d'après-demain, les secteurs de l'économie de la vie, nous serons en situation de dépendance économique, financière, politique à l'égard de ceux qui produiront les biens que nous aurons à consommer. Il n'y a pas besoin de faire un dessin trop long pour voir que ceux qui seront en situation de le faire seront soit les Chinois, soit les Asiatiques d'une façon générale, les Américains, et bien des nations qui nous entourent et pas les Européens. Et en particulier pas la France, qui est bien moins une nation industrielle que ne l'est l'Allemagne et même, à la surprise de beaucoup, que ne l'est l'Italie. Nous devons absolument créer les conditions de retrouver un moteur industriel et pour ça, se donner comme projet l'économie de la vie à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire de redévelopper les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hygiène, de l'alimentation, du digital, de la distribution, de la culture, de la sécurité et tous ceux que j'ai nommés jusqu'à présent devraient être un projet très enthousiasmant qui suppose que nous voyons les grandes entreprises se réorienter vers ces secteurs massivement, que nous voyons l'État, les banques orienter leurs activités vers ces secteurs et leur financement, et que nous voyons tous ceux qui rêvent de créer des startups ou des entreprises le faire dans ces secteurs au plus vite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez mentionné le digital comme instrument transversal. Vous avez aussi évoqué un certain nombre de secteurs qui doivent se réorienter, se réinventer et se retourner vers l'économie de la vie. Comment voyez-vous le digital aider ces secteurs à s'orienter vers l'économie de la vie? Le digital est partout, hein. Je rappelle que le digital, c'est l'informatique au départ et que l'informatique, ça commence dans les années 50. Donc, ce n'est pas une technologie nouvelle. C'est une technologie très ancienne qui progresse beaucoup et qui a besoin aujourd'hui d'être utilisée massivement dans l'ensemble des secteurs industriels. Il n'y a pas un seul secteur de l'économie qui ne gagnerait pas en productivité en augmentant son usage du numérique, en augmentant l'automatisation de la manipulation de l'information, qui est la définition même du digital, l'augmentation de l'automatisation de la manipulation de l'information. C'est vrai dans tous les secteurs, mais ce n'est pas ça qui va dire les secteurs de l'économie de la vie. On pourrait aujourd'hui, d'une façon trompeuse, digitaliser l'automobile, l'aérien, le tourisme, la chimie, le pétrole, secteurs qui sont, à mon avis, moins prioritaires que d'autres. C'est une question de choix. Il faut digitaliser les industries de la santé, il faut digitaliser la gestion de la santé, il faut digitaliser l'éducation. On voit bien aujourd'hui que la télémédecine, que la télééducation va représenter un rôle absolument majeur. Il faut digitaliser la gestion de l'alimentation, il faut digitaliser la connaissance et l'amélioration des techniques agricoles et en particulier des techniques de la bioagriculture qui gagneraient beaucoup à utiliser les techniques digitales et qui commencent à le faire un peu partout à travers le monde. Il faut le faire aussi pour tous les secteurs évidemment de la sécurité, de la défense, de l'assurance, qui évidemment est un secteur qui est fondé de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Et donc tous les secteurs de l'économie de la vie ont besoin de digital et pourraient être considérablement développés grâce au digital. D'accord. Je crois que nous avions une question d'Astrid. Astrid, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, je suis la présidente de Duo Conseil côté HEC et Nizar est mon illustre homologue à Polytechnique. Donc, Duo Conseil XHEC, c'est la seule association ou le seul binet qui allie HEC Paris et l'école Polytechnique. Donc, je dis binet parce que les polytechniciens ont leur propre jargon, hein, ils ne peuvent pas faire comme tout le monde. Donc, notre association étudiante fonctionne exactement comme un cabinet de conseil. On est formé par de grands cabinets de conseil comme McKinsey, Oliver Wyman ou Baybridge Digital. Les formations sont régulières, environ 2 formations par mois en moyenne. Le temps que les HEC intègrent vraiment l'information,
ils sont un peu lents. Donc, on se distingue des juniors entreprises ou des autres associations étudiantes de conseil par notre double expertise. On possède des compétences en informatique, en programmation et en mathématiques grâce aux polytechniciens et une approche plus stratégique, financière et marketing grâce aux HEC. Donc, de toute manière, les équipes sont mixtes et on ne laisse pas les HEC tout seuls sur les missions. Donc, pour vous donner brièvement des exemples, on a traité des missions très variées, allant de la conception d'une application à l'étude de marché pour le lancement d'un produit, en passant également par des benchmarks dans des secteurs pointus. Donc, nos clients nous contactent via notre site web, sur LinkedIn ou par mail. Donc, évidemment, vous pouvez en faire autant. Nous avons été très impressionnés par votre parcours étudiant, Monsieur Attali. Avec notre modeste Bac+5, nous sommes loin de vos 9 ans d'études supérieures. Et nous aimerions savoir quelle a été la partie de vos études qui vous a le plus marqué, ou plutôt quand et comment avez-vous le plus appris lors de vos études? C'est gentil, j'en ai fait 9 ans d'études supérieures, mais dans ces 9 ans, j'en ai fait beaucoup plus que 9, puisque j'ai fait à chaque fois 2 écoles en même temps, pour gagner du temps. Donc, si on devait compter le nombre d'années d'études que représentent les diplômes que j'ai accumulés, ce serait beaucoup plus que 9, mais ce n'est pas le sujet. Ce que j'ai le plus appris, c'est, je le dirais de 3 mots anglais, never give up, ne jamais renoncer. Même quand on n'est pas bon dans un domaine, le travail, la répétition permet d'aboutir. Je ne suis pas doué du tout en rien, sauf une volonté de travail peut-être un peu rare ou pas. Et la seule chose que j'ai appris, c'est à trouver du plaisir à résoudre des difficultés, à trouver du plaisir à faire des choses que je ne savais pas faire, à trouver du plaisir à faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire, à trouver du plaisir de résoudre des problèmes de mathématiques, ça c'est un plaisir infini et merveilleux, mais aussi à trouver du plaisir de faire des choses dans des domaines qui m'étaient davantage étrangers. Donc c'est la niaque qui m'a paru le plus important. Puis si j'ai une deuxième chose à dire, ce serait quelque chose qu'on ne m'a pas appris à l'école, mais que j'ai découvert progressivement, c'est l'importance du travail collectif. C'est l'importance de l'apprentissage par ses pairs, P-A-I-R-S. J'ai beaucoup appris de mes camarades d'école en posant des questions, en échangeant, et les idées me viennent plus en parlant avec les autres qu'en faisant un travail solitaire. La compétition n'est pas du tout saine. Ce qui est important, c'est de travailler ensemble et enfin, de travailler avec un but. Je m'étais fixé très très tôt dans ma vie un but et j'ai tout fait pour me donner les moyens de l'atteindre. Mais si vous n'avez pas un rêve et si vous n'avez pas envie de le réaliser, ben, la niaque ne sert à rien et le travail collectif non plus. Donc, donnez-vous un rêve et ensuite, donnez-vous les moyens de le réaliser. Merci beaucoup. Nizar va enchaîner avec une deuxième question, si vous êtes d'accord. Donc, bonsoir Monsieur Attali, je voulais vous demander quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer et participer justement à cette transition vers l'économie de la vie? Bon, ils doivent choisir très clairement un domaine, ils doivent choisir un projet. Et une entreprise ne réussit que si elle rend un service que personne d'autre ne rend. Donc, cherchez à rendre service. C'est pour ça que je parle souvent de l'altruisme intéressé. Vous avez intérêt à être altruiste. Une entreprise qui ne rend pas de service, qui ne rend pas un service que personne n'avait pensé à rendre jusqu'à présent ou qui le rend plus mal, n'a aucune chance d'aboutir et n'a aucune raison d'être. Donc, il faut développer une entreprise qui a une raison d'être parce qu'elle rend un service utile et ensuite chercher à le faire le mieux possible. Mais la clé, c'est de définir un service utile qui remplit véritablement une mission qui n'est pas remplie jusqu'à présent. Et c'est le plus difficile. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Jacques Attali, notre conversation touche à son terme. Je vous remercie au nom de... Ah, je crois qu'il y a une question dans l'assistance. Alors, excusez-moi. On l'a vu venir en dernier moment. Donc, Richard, je te passe la parole.
Oui, il y a pas mal de questions qui remontent, donc les débats sont assez intéressants. Donc, la première question que j'ai de l'audience, c'est comment l'économie de la J'ai encore 10 minutes, hein, si vous voulez. vie, ok. Très bien. Comment l'économie de la vie peut-elle permettre une redynamisation des territoires ruraux ou des anciens bassins miniers? C'est tout à fait. Dans les secteurs d'économie de la vie dont j'ai cité, il y en a beaucoup qui sont tout à fait adaptés à cela. C'est une question de volonté et de personne. Vous ne pouvez pas faire de l'agriculture en dehors des territoires ruraux. L'agriculture est clé. Vous ne pouvez pas faire d'alimentation sans les territoires ruraux. Et beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises peuvent être développées à peu près n'importe où. C'est une question de volonté. On a vu des secteurs de Lorraine, du Nord, réussir à s'en sortir parce qu'il y a des gens qui sont venus là pour le faire. C'est une question de volonté et de capacité d'avoir un projet et de le mettre en œuvre. Il n'y a pas d'obstacle à ce que ça se passe ni dans les secteurs ruraux, ni dans les quartiers, ni dans les secteurs anciennement miniers. Okay. Parfait. Donc, une autre question, M. Attali. Est-ce que l'art et la culture, la musique, sont des priorités au sens de l'économie de la vie? Elles font partie, j'ai cité la culture comme un élément essentiel. Donc, c'est essentiel parce que c'est essentiel pour vivre, c'est essentiel pour fonctionner, c'est essentiel pour exister et c'est essentiel aussi pour avoir des rêves. Je disais tout à l'heure que vous ne pouvez rien faire de bien ou de grand si vous n'avez pas des rêves. Or, pour avoir des rêves, il faut être confronté au beau, à l'exceptionnel. La musique, c'est une façon de se confronter à la beauté absolue. Et donc de vous donner une ambition pour quoi que ce soit, dans tout autre domaine, en vous disant l'humanité est capable de faire des choses d'une valeur esthétique extrême, cela doit servir d'échelle de valeur pour moi dans les activités que j'essaye de développer. En cela, la musique est non seulement un art, non seulement, j'ai essayé de l'avais démontré dans un de mes livres, une façon de prévoir l'avenir que de voir comment évolue la musique, mais aussi c'est une façon d'inciter à se dépasser soi-même. Très bien. Écoutez, merci Jacques Attali pour cette belle réponse. Là, cette fois-ci, notre conversation touche vraiment à son terme. Donc, je voudrais vous remercier au nom de Beveridge Digital et de tous les participants à cet échange. L'enregistrement sera disponible en ligne sur le site Beveridge Digital, bien entendu. Et puis surtout, j'invite tous ceux qui souhaiteraient approfondir ce sujet à lire ou relire l'ouvrage de Jacques Attali, hein, L'économie de la vie. Merci, monsieur. Au revoir à tous et à bientôt. Merci, Philippe. Merci à Beveridge qui organise cela et merci à Dieu au Conseil, auquel je souhaite le meilleur avenir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.